Le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, Vincent Caron, a présenté ce lundi dans ses locaux à Saint-Raymond les principaux chantiers et les investissements du ministère des Transports qui seront déployés dès cet été sur le réseau routier numéroté qui relie l'ensemble des 18 municipalités de la MRC de Portneuf. Le député était accompagné du directeur régional au ministère des Transports, Luc Tremblay, et Catherine Martineau, directrice à la coordination et relations avec le milieu. Plusieurs maires, conseillers ou directeurs généraux avaient accepté l'invitation. Globalement, un investissement d'environ 36 millions de dollars sera réparti principalement dans quelques 25 projets qui se réaliseront d'ici les 2 prochaines saisons d'été jusqu'en 2020. Essentiellement près du fleuve, dans Portneuf, des travaux se réaliseront sur l'autoroute 40 dans les 2 directions à l'est de la route 363 à Deschambault-Grondines, de même que sur la route 138 à Deschambault-Grondines, Donnacona et un 5 km à Neuville. Du côté de Neuville, une nouvelle technologie sera utilisée. À Saint-Basile, une partie du boulevard du Centenaire sera reconstruite. Ponceau et pont Borgia à Rivière-à-Pierre, pont à Lac-Sergent et stabilisation du talus sur les berges de la rivière Sainte-Anne à Chute-Panay à Saint-Raymond, de même que sur la rue Notre-Dame à Saint-Casimir. À Saint-Léonard-de-Portneuf, des travaux sont prévus sur le pont du Rang-Saint-Jean-Baptiste et certains ponceaux, en plus d'un pont à Saint-Ubalde. Finalement, à Saint-Raymond, un feu clignotant sera installé à l'intersection du Grand Rang et du rang de la Montagne, de l'asphaltage sur la rue Saint-Joseph et sur la Grande Ligne, en plus de la reconstruction du pont situé sur l'avenue Saint-Jacques, route 367, en fait, à l'est du bras du nord de la rivière Sainte-Anne. Voici d'autres chantiers prévus. Diminuer l'engorgement du trafic routier aux heures de pointe à Pont-Rouge est toujours un enjeu important. Les gens du ministère étudient toujours les meilleures solutions possibles pour combiner sécurité et fluidité de la circulation, mais l'option d'une voie de contournement est écartée. Écoutons le directeur régional Luc Tremblay. Vous savez qu'on a arrêté la rue du Jardin il y a quelques années. Là, on voudrait regarder pour prolonger vers le sud un projet d'à peu près du même gabarit, à peu près la même envergure. Ce projet-là est en préparation. Il est trop tôt pour vous donner un échéancier. C'est sûr que le développement de Pont-Rouge est assez fulgurant, est quand même assez important. Il faut s'ajuster, puis il faut fixer. On est en contact avec eux autres pour que quand ils émettent des permis, ils sont au courant de qu'est-ce qui s'en vient, là, puis ils voient qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on est en discussion avec eux autres. On est en mode finalisation de l'avant-projet. On va travailler éventuellement à passer plus en mode plans et devis. Donc. Tout d'abord, on peut déjà dire que les manœuvres humaines de prévention pour faciliter l'écoulement de l'eau de la rivière Sainte-Anne au centre-ville de Saint-Raymond ce printemps, combiné à un climat ou microclimat, certains diront favorables, auront permis d'éviter un débordement par embâcle au moment où on se parle, le jeudi soir 25 avril. Un des défis importants est de limiter la formation du frasile au centre-ville qui se transforme en glace très épaisse et devient de puissants barrages pour l'eau. Le pont Chalifour qui enjambe la rivière Sainte-Anne devient aussi un obstacle important aux glaces, d'où l'importance des manœuvres mécaniques sur la rivière. Le peu d'eau à un certain moment donné sous les glaces et la neige nuit aussi au déplacement des glaces et à l'efficacité de certaines manœuvres mécaniques. D'un autre côté, la quantité d'eau des lacs et des rivières, dont la rivière Bras-du-Nord, qui se verse dans la Sainte-Anne et qui compose son bassin versant plus au nord, est aussi très important au dégel et son train de glace peut causer bien des embâcles, particulièrement si la rivière au centre-ville ne se trouve pas en eau libre. D'ailleurs, la ministre de la Sécurité publique et vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbeault, était à Saint-Raymond samedi matin dernier. Elle était accompagnée du député Vincent Caron, du maire Daniel Dion et du député fédéral Joël Godin. Mme Guilbeault est venue constater et saluer les mesures de prévention que la Ville de Saint-Raymond et ses citoyens
son ministère de la Sécurité publique et l'Université Laval ont mis en place pour diminuer le plus possible les risques d'inondation. On l'écoute. Vous voyez, je suis ici ce matin dans Port-Neuf à Saint-Raymond pour venir constater l'ampleur du travail de préparation à ce qui s'en vient. J'en ai beaucoup parlé depuis 2 jours. J'ai félicité hier le travail de plusieurs élus, plusieurs municipalités, plusieurs citoyens qui se préparent très énergiquement, très adéquatement à ce qui s'en vient dans les prochaines heures. Et donc, je suis ici ce matin pour venir saluer ce travail qui est fait à Saint-Raymond, saluer le travail de M. Dion et de toute son équipe, les encourager aussi, encourager notre monde à être courageux dans ce qui s'en vient. Des élus municipaux de la MRC et du gouvernement du Québec ont annoncé le vendredi 12 avril dernier au centre communautaire de Shannon les 7 projets qui ont été retenus dans le cadre du fonds de la région de la Capitale-Nationale pour la MRC de la Jacques-Cartier. L'annonce a été faite en présence du député de Chauveau, Sylvain Lévesque, du préfet de la MRC de la Jacques-Cartier et maire de Lac-Beauport, Michel Beaulieu, du président de la Société de développement économique de la Jacques-Cartier et maire de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, Pierre Delbecq, du député de Montmorency, François Simard, et du député de la Pelletrie et ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale, Éric Kerr. La MRC de la Jacques-Cartier dispose d'une enveloppe de près de 6 millions de dollars jusqu'en 2022. Près de 900 000 $ du fonds sont donc maintenant investis pour la réalisation des 7 projets qui touchent les secteurs manufacturiers, communautaires, du sport, de la santé, des enfants en garderie, du tourisme et des services principalement à Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Beauport, Stoneham-Tewksbury et Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ainsi, 300 000 $ du fonds serviront à améliorer les infrastructures et les services au parc de la forêt ancienne du Mont-Wright dans la municipalité des cantons unis de Stoneham et Tewksbury. 137 250 $ permettront l'implantation d'un service e-médecine. C'est en fait de la télémédecine par Internet à la coop de santé à Sainte-Brigitte-de-Laval, une coopérative de solidarité. 33 000 $ seront utilisés pour relocaliser au cœur du village de Sainte-Brigitte-de-Laval un café-boutique familial, la Bulle Boutique, qui offre des produits à caractère écologique et en vrac. 12 000 $ financeront une étude de faisabilité pour la construction des rampes de ski acrobatiques au Centre national d'entraînement Yves-Laroche à Lac-Beauport. 10 200 $ permettront à l'organisme Timouche d'Ambrousse, qui est basé à Lac-Beauport, d'offrir 16 activités de plein air aux enfants en garderie et en établissement scolaire de la MRC. Et sur la scène manufacturière, 2 entreprises de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier reçoivent chacune 200 000 $ pour favoriser leur expansion, avec ce montant SM Suspension pour investir au total 600 000 $ pour développer une nouvelle technologie brevetée dans son secteur d'activité. SM Suspension développe, fabrique et installe des systèmes de suspension pour augmenter la capacité de charge des véhicules lourds. L'entreprise, propriété de Martin Durand-Maheu, emploie près d'une vingtaine de personnes. Et l'entreprise Atelier d'usinage Maheu, de la même famille, investira au total 500 000 $, incluant les 200 000 du fonds, pour agrandir l'usine, optimiser les équipements et développer le marché international. Atelier d'usinage Maheu de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier emploie entre 20 et 25 travailleurs. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS, de la Capitale-Nationale et les centres de formation professionnelle Fierbourg à Québec et ceux de Port-Neuf et Charlevoix annoncent que la formation rémunérée pour devenir préposé aux bénéficiaires a connu un engouement exceptionnel. Les dirigeants du CIUS sont confiants d'atteindre l'objectif de 125 élèves préposés pour la Capitale-Nationale. Au centre de formation Fierbourg, près de 70 élèves débuteront leur formation dès ce printemps et une autre cohorte débutera à l'automne. Du côté du centre de formation de Port-Neuf à Saint-Raymond, une trentaine de personnes ont manifesté leur intérêt depuis les 3 dernières semaines, ce qui augure bien selon son dirigeant Sébastien Gilbert. 24 personnes du côté du centre de formation de Charlevoix
Charlevoix et d'autres inscriptions sont encore possibles. Rappelons que chaque élève qui réalise la formation pour devenir préposé en CHSLD au CIUS de la capitale nationale pourra recevoir une rémunération de près de 15 000 $ en à peu près 6 mois et obtenir un poste permanent. La formation rémunérée mène à un diplôme d'études professionnelles comprenant un total de 870 heures, dont 665 heures en établissement. Les 3 chambres de commerce de Portneuf ont accueilli ce jeudi matin, 9 mai, à l'hôtel Le Roquemont à Saint-Raymond, une quinzaine d'immigrants dans le cadre du nouveau programme de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Quelques 88 personnes immigrantes avaient manifesté leur intérêt à la région de Portneuf et une trentaine d'entreprises portneuvoises se sont inscrites à l'activité. Les immigrants sont partis de Montréal ce jeudi matin en autobus. Une cérémonie d'accueil a été organisée dès leur arrivée par les chambres de commerce de Portneuf. Une dizaine de rencontres individuelles se tenaient entre les immigrants et des employeurs, en plus d'un dîner au Roquemont. Le groupe a eu droit à une courte visite de la région de Portneuf après le dîner, avant de repartir pour Montréal. Le moulin Marcoux à Pont-Rouge, le quai de Portneuf à Ville de Portneuf et la fromagerie des Grondines à Deschambault-Grondines figuraient comme point d'arrêt. Les dirigeants et des élus de la MRC de la Jacques-Cartier ont dévoilé jeudi soir dernier à Shannon, lors de la 5e édition de la soirée reconnaissance en patrimoine, les lauréats qui représenteront la MRC de la Jacques-Cartier au prix du patrimoine des régions de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches le 15 juin prochain. D'ailleurs, cet événement d'envergure se tiendra à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier et réunira plus de 300 personnes. On y reviendra. Ainsi, dans la catégorie conservation et préservation, M. Yvan Nadeau et Mme André Le Sueur se sont mérités la faveur du jury pour la restauration de leur maison ancienne à Stoneham et Tewkesbury. Les travaux de restauration ont permis de préserver les composantes d'origine ou traditionnelles de la résidence ancestrale. La municipalité de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier représentera la MRC dans la catégorie préservation et mise en valeur du paysage pour la première phase de son projet de la place de l'Église qui borne la rivière Jacques-Cartier. D'ailleurs, place de l'Église sera l'hôte des prix du patrimoine le samedi 15 juin. M. Larry Hamilton de Shannon s'est mérité le prix dans la catégorie porteur de tradition. M. Hamilton est un passionné de la musique et de la danse celtique. Il participe au Shannon Irish Show depuis plus de 50 ans. Il a su transmettre son savoir et sa passion à plusieurs danseurs de steppe. Et la série d'émissions télévisées « Je vous raconte Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier », réalisée conjointement par la Société d'histoire catherinoise et votre télévision communautaire CJSR, représenteront la MRC de la Jacques-Cartier dans la catégorie interprétation et diffusion. 4 candidats figuraient dans cette catégorie. Cette série de 6 émissions, co-réalisées par notre collègue Stéphane Lépine, démontre, entre autres, l'histoire des 4 églises, des fêtes de l'Assomption, de Duchesnay et des écoles de rang à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. À Neuville, ce mardi matin, au domaine des Trois-Moulins, le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon, a accepté l'invitation du député de Portneuf, Vincent Caron, à présenter, dans le cadre d'un déjeuner, les nouvelles orientations de son ministère et du portefeuille d'Investissement Québec, en plus, bien sûr, de répondre aux questions des gens d'affaires rattachés à l'une ou l'autre des chambres de commerce de Portneuf. M. Fitzgibbon est un financier de grandes entreprises et député de Terrebonne depuis la dernière élection générale. Le mot d'ordre du gouvernement est de créer de la richesse collective pour pouvoir redonner aux citoyens dans les domaines de la santé, de l'éducation, aux familles et aux aînés, entre autres. Le taux de productivité par emploi au Québec est à améliorer. Des statistiques démontrent une faiblesse à ce niveau. D'ailleurs, l'enjeu de la main-d'œuvre a rapidement été mis sur la table et demeure prioritaire pour le développement économique du Québec. Selon le ministre, il faut revoir la période de retraite et ses crédits fiscaux.
cibler l'immigration économique et réajuster l'adéquation entre les études supérieures et l'emploi. On l'écoute. Le facteur limitatif de la croissance au Québec, c'est la main-d'œuvre, c'est clair. Alors, je pense que l'immigration, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule. Les gens qui ont pris des retraites prématurément, surtout au niveau de la santé et de l'éducation, c'est une autre chose. Mais plus important aussi, c'est l'adéquation entre l'éducation supérieure et l'emploi. Jean-François Robert, notre ministre de l'Éducation, et moi travaillons fort sur ça parce que les gens au primaire aujourd'hui, les statistiques ou les experts disent que 50% des emplois qu'ils vont occuper dans 15 ans n'existent pas aujourd'hui. Donc, forcément, il va falloir que l'adéquation du curriculum études supérieures, c'est pas une université, c'est pas une maîtrise, on parle de technique aussi. Moi, je suis un gros fervent des CCTT au niveau du cégep, au niveau des techniques. Il va falloir qu'il y ait une meilleure adéquation pour comment travailler sur ça. Ça va être systémique, ça va prendre une dizaine d'années, mais il faut commencer aujourd'hui à planter nos graines pour que ça soit l'adéquation. Tout de suite après ce déjeuner d'affaires au vieux presbytère de Neuville, la MRC de Portneuf a rendu public les 3 premières entreprises qui bénéficient du nouveau fonds régional de la capitale nationale, doté d'une enveloppe de 6 426 000 $ pour les années 2017 à 2022 et provenant du secrétariat à la capitale nationale. Une aide financière totalisant 1 050 000 $ a été octroyée ainsi à Granit DRC de Rivière-à-Pierre qui reçoit 250 000 $ pour son projet d'expansion évalué à plusieurs millions. L'entreprise Machitech Automation de Saint-Marc-des-Carrières, spécialisée dans la fabrication de machines de découpe du métal, a reçu un montant de 350 000 pour son projet de modernisation et d'expansion, évalué à plus de 4 millions. Et la Corporation de développement de Saint-Raymond reçoit 450 000 $ pour la construction d'un incubateur d'entreprise qui coûtera au total quelque 1,5 million de dollars. Cet incubateur sera le seul de toute la région de Portneuf et permettra à de jeunes entrepreneurs de se lancer en affaires sans se préoccuper du local et autres services connexes. Le préfet de la MRC et maire de Neuville, Bernard Gaudreault, souligne que l'engagement de la MRC auprès des entrepreneurs va au-delà de l'argent. On l'écoute. Au-delà de la somme financière, c'est important évidemment l'argent, mais c'est surtout plus le support de l'ensemble du politique de la région de Portneuf qui est important. Le signal qu'on envoie, c'est que la MRC est non seulement en arrière des entreprises, mais y croit. Et puis ça, là, pour avoir parlé à plusieurs entrepreneurs, évidemment, dans ma tournée des chambres de commerce, les entreprises, c'est ce qu'ils veulent. C'est le petit love qui dit, ben écoute, on est avec toi. Puis quand ils s'assoient autour d'une table avec un banquier ou autre partenaire, ils disent, écoute, la MRC est là. Le territoire et les installations du camp Portneuf au lac Sept-Îles à Saint-Raymond étaient le théâtre la semaine dernière, du 8 au 12 mai, d'un exercice de simulation d'une crise humanitaire internationale causée par une catastrophe naturelle dans un contexte de conflit civil armé. Cet exercice de simulation a été mis sur pied dans le cadre du programme de maîtrise en gestion de développement international et de l'action humanitaire offert à l'Université Laval en collaboration avec la Croix-Rouge canadienne. 35 étudiants, étudiantes et de praticiens, praticiennes qui travaillent ou aspirent à travailler au sein d'organisations humanitaires étaient encadrés par plus de 50 formateurs, formatrices, volontaires, dont des humanitaires expérimentés, d'anciens étudiants, ainsi que des enseignants et enseignantes universitaires. Patrick Robitaille est chargé de cours à l'Université Laval et directeur de la simulation humanitaire. Il nous décrit le genre de crise, le scénario envisagé et répond à d'autres questions. La crise humanitaire, ça se passe dans un pays fictif qui est le Lavalistan, où est-ce qu'il y a un conflit entre deux tribus. Donc, on sait déjà qu'il y a beaucoup de tensions et ils sont venus un peu dans ce contexte-là d'urgence. Et on parle donc de conflit. On parle aussi de désastres naturels. Puis, en fait, il pleut aujourd'hui et ça tombe bien pour nous parce que ce soir, il va y avoir tellement plu qu'il va y avoir un barrage qui va céder, il va y avoir une inondation. Donc, ça, les étudiants ne le savent pas encore.
Donc voilà, c'est des catastrophes naturelles, c'est des conflits. Il y a de l'armée qui sont là, il y a des gens de la Croix-Rouge qui sont dans leur hôpital, il y a des gens qui sont dans le village. Donc ils sont en train de présentement, ils viennent tout juste de commencer, ils sont arrivés avec leur passeport et ils doivent maintenant aller voir les différents villages, les différents endroits pour comprendre qu'est-ce qui se passe et c'est quoi la situation. Les régions de Portneuf-Jacques-Cartier et de la Mauricie s'unissent pour développer le concept de l'économie circulaire entre les commerces, entreprises, industries, institutions et autres acteurs du monde du travail. Le député fédéral de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, a présenté les démarches entreprises depuis 2016 pour amorcer cette tendance circulaire dans l'économie dans Portneuf-Jacques-Cartier et annoncé ce mercredi matin dans les locaux de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf à Neuville les partenaires autour du comité d'économie circulaire et le plan d'action à venir. M. Godin nous fait mention justement des principaux partenaires. Et Employabilité Canada, la MRC de Portneuf, je pense que Denis et Stéphanie, vous pouvez transmettre nos remerciements aux élus du travail qui a été fait et de l'aide financière que vous accordez, financier et également au niveau du support administratif. La SADC de Portneuf, évidemment, qui couvre le territoire de Portneuf-Jacques-Cartier. La ressourcerie de Portneuf, dont M. Lépine en est le président. La Régie régionale, Jean-Luc, merci beaucoup de ton implication dès le départ, d'avoir cru en nous et d'avoir marché de façon conjointe pour arriver à ce que l'on puisse faire l'annonce aujourd'hui. La Fondation Alcoa, merci d'avoir soutenu cette initiative. L'idée de base de l'économie circulaire est d'utiliser les matières résiduelles d'une entreprise qui se retrouvent la plupart du temps à l'enfouissement comme matière première pour une autre entreprise. C'est d'éviter en fait tout gaspillage et rejet. Par le programme fédéral d'emploi d'été et autres partenaires, une chargée de projet en économie circulaire diplômée de l'Université Laval, Camille Trudel, aura la tâche pendant 20 semaines, et on espère plus, de solliciter les entreprises pour connaître et documenter leurs matières résiduelles et de trouver une entreprise à qui ces matières pourraient être utiles. Les lauréats des prix du patrimoine pour la région de Portneuf ont été dévoilés ce jeudi soir 16 mai au relais de la Pointe aux Écureuils à Donnacona. Nous y reviendrons avec des images et des extraits sonores la semaine prochaine, mais voici quand même les lauréats. Dans la catégorie conservation et préservation, le lauréat est la ville de Neuville pour les travaux effectués à l'église Saint-François de Sales dans le but d'y aménager la bibliothèque Félicité Angers. Dans la catégorie interprétation et diffusion, la palme revient au magasin Général Paré pour la création du musée du magasin général à Deschambault-Grondines. Le musicien traditionnel Gabriel F. Ouellette a été reconnu comme porteur de tradition. La Ligue des intervenants portneuvois du spectacle, la LIPS, a remporté les honneurs dans la catégorie préservation et mise en valeur des paysages pour le projet Les Brunantes, présenté au Parc naturel régional de Portneuf en 2017-2018. Et un prix coup de cœur du jury a été décerné au couple Emmanuel Gélina et Benoît Royer pour la restauration de leur domicile du secteur de Grondines. Ces lauréats représenteront la MRC de Portneuf au prix du patrimoine de la capitale nationale et de la Chaudière-Appalaches le samedi 15 juin prochain à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Son souci de préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti neuvillois pour avoir conçu et produit bénévolement l'ensemble du parcours historique, Histoire de Neuville, la vie au Bourg-Saint-Louis, pour avoir su créer un véritable pôle culturel au cœur du noyau villageois. Le prix pour la région de la capitale nationale est décerné à Mme Marie-Michel Paget. Très privilégiée dans la vie. Privilégiée d'être ici aujourd'hui avec vous tous, chers ambassadeurs du patrimoine. Privilégiée de vivre dans la belle MRC de Portneuf, à Neuville précisément. Une ville qui a fêté ses 350 ans d'histoire en 2017 et où le patrimoine fait partie intégrante de notre vie collective. Privilégiée aussi de représenter les Neuvillois au conseil municipal depuis 2013 et d'évoluer au sein d'une équipe où le maire Bernard Godreau et l'ensemble des conseillers sont très ouverts et sensibles au projet de valorisation du patrimoine. Privilégié aussi d'avoir été désigné au conseil municipal responsable du dossier de la transformation de l'église
et d'avoir reçu les encouragements constants du Conseil pour produire bénévolement un parcours de balado découverte pour le cœur historique de Neuville. Et enfin, privilégier d'exercer le plus beau métier du monde comme historienne au Dictionnaire biographique du Canada à l'Université Laval. Donc, si je suis aussi privilégiée, c'est manifestement parce que le patrimoine et l'histoire font partie intégrante de ma vie. Et avec ce prix du Conseil de la culture, je suis non seulement privilégiée, mais absolument comblée. Je formule le souhait que les projets à vocation patrimoniale et historique sur lesquels j'ai travaillé avec cœur comme élu, puissent inspirer les municipalités en réflexion sur l'avenir de leur Église, ou celles qui proposent de vous faire découvrir leur trésor patrimonial. Alors, moi, je suis fier ici en particulier ce matin pour dire que le gouvernement canadien va contribuer par ce qu'on appelle un fonds stratégique d'innovation, un montant de 10 millions de dollars à des investissements majeurs qu'Alcoa ici à Deschambault va faire, des investissements de 85 millions de dollars dont Jean-François va probablement parler un peu plus tard, des investissements qui vont améliorer la compétitivité de l'entreprise et garantir à long terme la préservation des 520 et quelques emplois qu'on a la chance d'avoir ici à Deschambault et dans la grande région de Portneuf. Fait qu'on est innovateur, on va mettre en place une nouvelle technologie qu'on appelle de cellules d'électrolyse. Alors, on m'a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire. Il y a des anodes puis des cathodes là, qui travaillent ensemble, il y a de l'électricité au milieu. L'investissement qu'on fait présentement permet en sorte de, préserver les emplois qu'on a ici, préserver les emplois au niveau de nos sous-traitants, rester aussi compétitifs, mais ça permet aussi de garantir des emplois futurs à des jeunes qui sont dans le comté. On l'a vu. Vous avez une vague de retraite présentement à Deschambault, mais c'est le fun de voir des nouveaux visages s'intégrer à Deschambault, s'intégrer à la culture. Fait que pour moi, la fierté que j'ai avec cet investissement-là, ça nous permet de garder la pérennité de l'usine et à garantir aux nouvelles générations d'avoir des emplois de qualité à long terme. Puis ça, c'est grâce à tous les efforts que vous avez faits pour amener ce projet-là à terme. Cet investissement-là de 85 millions de dollars annoncé va permettre d'augmenter notre production d'aluminium, évidemment. On va faire l'acquisition d'équipements, notamment un nouveau transformateur à la sous-station électrique. On va aussi améliorer notre système de filtration des émissions atmosphériques. On va aussi améliorer et moderniser certaines composantes là, dans notre ligne et notre série d'électrolyse. Alors tout ça va faire qu'on va devenir plus compétitif, qu'on va pouvoir rester sur le marché pendant de nombreuses années puis offrir des emplois de qualité là, aux gens de Portneuf.